Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, moi qui pensais, je disais à l'instant, je pensais pas faire de vidéo pendant un petit moment entre le tag du mois et les sorties poche, et en fait bon bah j'en ai quand même fait finalement. Il y a eu la tier list, et donc maintenant il y a j'ai mis top. Bon, c'est pas spécialement, même la tier list c'était pas spécialement un top, c'est juste que j'ai pas de fond adapté, mais on va parler de livres. Alors, le terme problématique est un peu galvaudé en vrai, hein, mais bon, je savais pas trop comment résumer ça, mais en gros des livres où pour moi il y a des choses qui ne vont pas du tout. Par exemple, voilà, il peut y avoir des takes racistes, sexistes, des choses qui sont mises en valeur, qui sont pas mes valeurs. Voilà, ce genre de truc. Alors, on parle bien du contenu de l'œuvre et pas de l'auteur ou de l'autrice, même si il y en a où c'est le cas, mais là, c'est vraiment par rapport à l'œuvre. Voilà, c'est pas... parce qu'il y a aussi, j'aurais pu faire aussi, peut-être je le ferai, j'aurais pu faire aussi ces auteurs et autrices problématiques que je lis quand même. Voilà, et on peut faire ça aussi, il y en a. Salut Dusty, donc j'ai oublié le prénom encore une fois, pardon. J'espère que ça va. Si, il y en a que t'as dû lire, Stéphane, je pense. Et donc j'en ai mis, alors c'est une liste non exhaustive en réalité, j'en ai mis une douzaine parce que je savais que je risquais de m'attarder un peu dessus, donc je me suis dit 12 ça suffit, et voilà, liste non exhaustive parce que je pense qu'il y en a d'autres mais auxquelles j'ai pas forcément pensé, même si j'ai regardé un petit peu dans mes lectures booknotes, il n'y a pas forcément tout, et voilà, je pense pas forcément à tout. Donc liste non exhaustive, mais ça donne un petit peu un aperçu. Alors vous verrez qu'il y a vraiment... c'est assez éclectique hein, au niveau des genres. Et du coup, en fait, je vais faire 3 points à chaque fois pour chaque livre. Donc, premier point, de quoi ça parle. Deuxième point, pourquoi c'est problématique. Et troisième point, pourquoi j'aime quand même. Voilà. Let's go. Donc, hop, je me mets... ici pour vous montrer les petits livres. Alors c'est pas en ordre alphabétique, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de... voilà. Il n'y a pas d'ordre de problématicité, j'invente des mots. C'est juste par ordre alphabétique de titre. Donc je commence avec Confession d'un masque de Yukio Mishima. Ah putain, je vais être emmerdée par un truc, attendez, excusez-moi, j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Puisque j'ai besoin quand même de un peu d'anti-sèche des fois, même si là celui-là je me rappelle très bien de quoi ça parle, mais je préfère quand même avoir tout pour pas oublier genre les prénoms, les choses comme ça, parce que vous savez que je suis très nulle pour ça. Voilà, c'est bon, on est good. Donc je disais Confession d'un masque, en fait c'est une autobiographie de cet auteur Yukio Mishima. Ouais, celui-là, il pourrait te plaire pour le coup, Stéphane, en l'occurrence. Ouais, en fait, donc l'auteur, il est âgé... Alors, il est jeune hein, quand il écrit cette autobiographie, parce qu'il me semble qu'il a 25 ou 26 ans, quelque chose comme ça. Hein. Et en fait, il va raconter toute son enfance, son adolescence, et puis il va parler notamment de son homosexualité, puisque l'auteur voilà, est connu. Alors, en fait, il le dit... Ce qui est ouf, c'est qu'il le dit ouvertement sans le dire ouvertement. C'est-à-dire, il va pas dire « je suis homosexuel, je suis gay », il l'a jamais dit dans la vraie vie, mais il raconte quand même ses histoires avec des hommes. Donc bon, à un moment donné, voilà. Mais voilà. Et en fait, pourquoi... Du coup, j'en viens à pourquoi c'est problématique. Alors, bon, l'auteur est problématique, mais je vous avais dit que ça concernait l'œuvre, sauf que du coup, bah forcément, l'œuvre étant autobiographique,
Voilà. L'auteur est problématique parce que c'était un gros réac très gros conservateur surtout, hein, voilà. Alors ouais, vous allez me dire, c'est assez étonnant pour. Alors rappelle qu'en plus le livre date des années 20, si je me trompe pas. Non. Je dis peut-être une bêtise, mais. Ouais, en tout cas, ça date du début du XXe siècle, quoi. Hein, vraiment, on est, 20 années. Ça se passe. Non, c'est pas que ça date, c'est que ça se passe dans les années 20-30. Je pense que le livre doit dater des années 40-50. Bref, peu importe. Il est décédé dans les années 70, hein, Yukio Mishima. Et d'ailleurs, pour la petite précision, Yukio Mishima, il s'est fait seppuku, hein. Voilà, avec un sabre, dans les bonnes traditions du Japon. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que le Japon devenait trop progressiste en fait. Et que le Japon on est dans les années 70, un rappel, que le Japon avait perdu de ses valeurs. 1949, merci. Là, j'avais dit années 40-50. J'étais vraiment bien dans le truc. Et donc ça se passe dans les années 30, ouais, c'est ça. Merci Karine. Et du coup, voilà, il s'est fait. En fait, et pourquoi il s'est fait seppuku ? Parce qu'il a fait un discours, justement, pour expliquer pourquoi il n'était plus en accord avec les nouvelles valeurs du Japon, tout ça. Et en fait, comme son discours n'a pas eu beaucoup de succès, et pour lui, c'était le déshonneur et il s'est donné la mort comme ça. C'est très trashouille. Et d'ailleurs, dans ses nouvelles, ce truc du seppuku revient assez souvent. Tout comme d'ailleurs l'homosexualité et aussi la non-binarité. En fait, c'est marrant c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais en fait, c'était un auteur hyper queer, en vrai, mais qui ne l'assumait pas vraiment. En fait, il l'assumait au travers de personnages dans ses écrits, et au travers de ses fantasmes dans son autobiographie, mais jamais il l'a jamais dit vraiment dans la vie, quoi. Et c'était aussi un acteur, faut le préciser, c'était un acteur, un modèle, un mannequin, il était très très beau, hein. Voilà. Et c'est pas un roman, c'est une autobiographie pour le coup. Non, pas du tout, Elisa. Pas du tout. Puis c'est pas, comme je dis, on parle des œuvres, hein, pas des auteurs, autrices. Là, c'est juste parce que c'est une autobiographie. Et en fait, ce qu'il y a de problématique dans le livre, c'est que cet auteur a des fantasmes vraiment cringe. Franchement, Yukio Mishima, c'est un Jeffrey Dahmer en puissance, hein. Pardon, mais alors oui, je sais que les fantasmes, ça fait pas que tu passes à l'action, mais enfin bon, les mecs qui ont des fantasmes de pédophilie, qui ont des images pédopornographiques, ils se font arrêter quand même s'ils sont pas passés à l'action, quoi. Et là, pour le coup, alors là, c'est pas, quoique. Ouais, si, il fantasme quand même sur des jeunes hommes, mais pour le coup, c'est vraiment des trucs. Il fantasme de les buter tout en les baisant, il me semble aussi qu'il fantasme de les bouffer à un moment. Enfin, il y a vraiment des trucs. C'est pour ça que je dis c'est Jeffrey Dahmer, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, moi, quand je lisais ça, j'étais là. Ah oui. Un homme très sympathique, ce Yukio Mishima. Oui, non, après, c'est une partie du livre, hein. Bien sûr, le livre ne raconte pas que ça. Et du coup, pourquoi j'aime quand même, vous allez me dire. Parce que là, vraiment... Non, mais pourquoi j'aime quand même ? Non, en vrai, voilà, c'est une partie du livre, ce sont des fantasmes, encore une fois, hein, il est pas... Enfin, en tout cas, on n'a pas de preuve qu'il soit passé à l'acte, on n'a jamais eu vent de quoi que ce soit, voilà, il s'est fait seppuku lui-même, a priori, il n'a pas fait de mal à quelqu'un d'autre, bon, alors que c'était un gros réac quand même, hein. Mais on sent qu'il était vraiment quand même très très attiré par la mort, par le sang, etc. On sent que c'était vraiment un truc... bref. Et pourquoi j'aime ? Parce que déjà c'est merveilleusement bien écrit. Moi, Mishima, je l'avais découvert avec des nouvelles, avec certaines de ses nouvelles, mais j'avais surkiffé. C'est super beau.
malgré le fait que ce soit japonais, mais parce que le japonais souvent c'est une langue quand même assez succincte en fait, et donc des fois la traduction fait que ça semble assez simpliste. Ben là pour le coup non quoi, c'est pas simpliste. Excusez-moi, j'ai vite mal à la gorge. Et puis je sais pas, il y a quelque chose de, en fait cet homme me fascine. Cet homme me fascine. Il y a quelque chose vraiment de fascinant dans ce côté, dans cette contradiction, ce combat qu'il a en lui, qu'il oppose. Il oppose en fait son homosexualité, sa queerness, parce que même il y a pas mal de gens qui disaient qu'il était non-binaire, même si le concept n'était pas nommé à l'époque. C'était quelqu'un qui ne se situait pas dans un genre a priori, et il opposait ce truc-là à son côté ultra conservateur, la patrie, l'impérialisme, le militarisme, enfin voilà, c'est vraiment et donc il avait ces deux parts de lui en fait qui se combattaient tout le temps, et tu sens sa souffrance en fait par rapport à ça quoi, c'est assez terrible. Et vraiment j'ai adoré ça. Je trouve son histoire fascinante, je trouve ce personnage fascinant dans sa contradiction comme ça, et voilà. Et oui, c'est clair, évidemment, c'est normal, hein, je suis pas d'une, je suis pas parfaite, et puis même si je l'étais, je pense pas que ce soit grave en vrai d'aimer certaines choses qui, voilà, ça reste des livres, hein. Mais ouais. Et voilà, et du coup, ouais, j'ai vraiment une fascination pour cet homme et pour son œuvre, et je continuerai de lire Mishima. Et d'ailleurs, j'aimerais lire aussi le livre, c'est Marguerite Yourcenar, si je me trompe pas, qui a écrit un livre sur Mishima, justement. J'aimerais bien le lire pour voir ce qu'elle dit de lui, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Vous allez voir qu'il y a vraiment de tout dans cette liste, c'est assez varié. Voilà, donc par exemple là, on passe à un manga qui s'appelle Anayori Dango, qui fait plus d'une vingtaine de tomes. Ah non, 37, pardon. J'étais encore loin du compte. 37 tomes. Mais je l'ai lu il y a une vingtaine d'années. Et oui, j'avais tout lu, j'avais même tout acheté. Voilà, donc de quoi ça parle? Anayori Dango, bon, c'est un scénario assez classique finalement. Bon, rappelle qu'il a plus de 20 ans, hein. Je crois que même qu'il date des années 90, il est sorti en France au début des années 2000, donc on suit dans cette histoire, Tsukushi. Alors c'est marrant parce que la thématique, vous allez reconnaître un petit peu la thématique, c'est une thématique qui revient souvent dans les séries en ce moment, notamment dans les Dark Academia, etc., dans les séries, dans les sagas littéraires. C'est un truc qui revient souvent, puisque on va suivre donc une jeune fille boursière qui arrive dans une prestigieuse école de Bourges, voilà, classique, mais qui va être évidemment très douée, bien sûr, sinon c'est pas drôle, et donc il va attirer les jalousies, à la fois l'admiration de certains et les jalousies, surtout les jalousies, et bien sûr qui va être victime de harcèlement. Classique, mais rappelle que ça date des années 90 quand même. Et donc il va y avoir, elle va faire la connaissance, malgré elle, d'un groupe de jeunes garçons qui sont tous des fils d'eux, qui sont tous des fils de PDG, personnes ultra influentes, etc. Voilà, c'est quatre petits princes du Japon, on va dire, qui règnent en maître, qui font la loi sur cette école, tout simplement. Et donc ils se font appeler les F4, et en gros, c'est eux qui décident de qui
qui doit être harcelé ou pas, globalement, hein, plus ou moins. Et donc, quand ils ont quelqu'un dans le collimateur, ils mettent je crois que c'est un carton rouge, ouais, c'est un carton rouge dans le casier de la personne. Et évidemment, que va-t-il se passer pour Tsukushi? Elle va se retrouver avec un carton rouge. Alors je sais plus, parce que je crois qu'elle répond oui, parce que Tsukushi est quand même une jeune fille qui n'a pas sa langue dans sa poche, et elle va répondre mal à l'un des membres du F4. Ouh là là, scandale, scandale. Et donc voilà, elle va se retrouver avec le carton rouge, et elle va être donc harcelée de fou. Et bon, bien évidemment, vous comprenez que il va y avoir une romance. Et là, donc, j'en viens à pourquoi c'est problématique. Parce que, bon, c'est vraiment le summum de la dark romance. Non, pas le summum, parce qu'il n'y a pas de viol. Quoique, bah si, en fait. Je vais me percuter, si. Enfin, viol, non, mais agression sexuelle, si. Mais oui, en fait, donc il y a un des membres de F4 qui va tomber amoureux d'elle et qui va la harceler, qui va être hyper méchant avec elle et tout, enfin, le truc classique, quoi. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Oh bah ça va finir par être réciproque, parce que c'est tellement bien les bad boys, on adore les bad boys. Mais oui, bien évidemment, voilà. Et donc, bon, voilà, bon, il y a tout ce qui va pas, hein, il y a tout ce qui va pas dans une histoire d'amour qui est présentée quand même, qui est destinée à des adolescentes hein, à la base. Comment bien vous dire que les mauvais garçons, c'est bien, non, mais parce que en fait, il a un fond gentil. Alors, faut le chercher, le fond gentil du gars. Hein. Alors, le gars, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. C'est pas Tsukasa, c'est... Je sais plus, il n'y a pas son prénom, évidemment. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est Domyoji, oh, rien à voir, Domyoji. Je l'ai pas vu, mais je viens de m'en rappeler. Domyoji. Et donc... Voilà pourquoi c'est problématique, hein. Et pourquoi j'aime quand même. Bon, alors déjà, évidemment, il y a le fait que ce soit une série... qui a duré très longtemps, que j'ai lu pendant très longtemps, qui a un peu bercé ma vingtaine, on va dire. Ça fait partie des premiers gros mangas que j'ai lus finalement. Et puis il y a aussi le fait que j'aime beaucoup la personnalité de Tsukushi. En fait, c'est quand même assez rare, bon maintenant moins, mais c'était quand même assez rare dans les mangas qu'une héroïne ne soit pas un peu maladroite, très féminine quand même, mais en même temps elle est timide, machin, enfin voilà, un peu nunuche quoi. Non, Tsukushi c'est pas ça, Tsukushi elle pète des bouches. et quelque part ça rend la relation intéressante dans le sens où, bon bah elle se défend, elle lui pète la gueule souvent, hein, à Domyoji, hein, on va pas se mentir, hein, il y a des fois de la violence réciproque, je sais pas si c'est mieux, vous allez me dire, mais bon, au moins elle se défend. Mais voilà, elle se laisse pas faire. Bon, le seul truc qui me saoule, c'est que au final, elle aurait été mieux. À un moment, on croit que elle va. Ouais, non, je vous spoil en fait. Bon, je vais pas spoiler quand même au cas où, mais elle fait pas forcément les bons choix, on va dire, hein, Tsukushi. Mais j'aime beaucoup sa personnalité. Il y a pas mal de personnages secondaires qui sont intéressants. Voilà, donc manga quand même très problématique, mais manga pour lequel j'ai de l'affection et qui a été, d'ailleurs, qui a connu un grand succès, alors je sais pas si on peut s'en réjouir, mais qui a été adapté en série dans plusieurs pays. Pas qu'au Japon, il y a eu une adaptation en Corée, il y a une adaptation en Thaïlande, une adaptation en Chine, voilà, ça a été quand même un gros phénomène asiatique, en Asie en tout cas. Voilà. Mais est-ce que je vous le recommanderais? En vrai, non. En vrai, non. Mais voilà. J'ai de l'affection pour ce manga, on va dire. Alors, je ne pouvais pas ne pas citer, évidemment, Harry Potter. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, Harry Potter, c'est l'autrice qui est problématique, c'est pas l'œuvre. Alors, en fait, si. En fait, si, c'est l'œuvre aussi, c'est pas que l'autrice. C'est l'œuvre aussi. Il y a énormément de problèmes dans cette saga.
bien sûr. Bon, déjà, racisme à donf, alors... On peut citer par exemple Cho Chang qui a un nom complètement cliché raciste et qui d'ailleurs, dont le personnage d'ailleurs n'est pas vraiment mise en avant, on va pas se mentir, elle est un peu nunuche dans le truc, mais bon ça après voilà, le personnage de Kingsley Shacklebolt qui au-delà de s'appeler, d'avoir un nom qui en fait signifie le cadenas d'une chaîne quoi, chaîne, esclave, tout ça. Voilà. En plus de ça, il est pareil, il est complètement dans le cliché de l'imaginaire colonialiste, hein, vraiment, totalement, quoi. Oui, t'as bien fait. Il y en a quelques-uns, c'est des sagas hein, dans la liste, c'est pas un livre. Voilà, je précise aussi. Ouais, bah voilà, c'est ça. Et donc voilà, racisme, antisémitisme de fou, hein, rappelle que les gobelins qui tiennent la banque de Gringotts, bon bah le long nez crochu, bah, le fait qu'il soit à la tête des finances, bon voilà, on est vraiment dans la caricature des juifs, hein. Y a aussi, elle fait aussi transparaître de la transphobie, parce qu'on rappelle que J.K. Rowling est une grosse transphobe, hein, mais elle fait un petit peu paraître au travers du personnage de Rita Skeeter, qui clairement représente une femme trans, hein, on va pas se mentir, et qui donc n'est pas un personnage très sympathique. Et voilà, puis il y a plein de grossophobie de fou aussi, bien sûr, tous les personnages gros sont des méchants, et on se moque d'ailleurs de leur poids dans le truc. Bon voilà, il y a plein, franchement je pourrais citer plein de choses je pense, mais c'est déjà pas mal, bon voilà, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette saga, évidemment la blanchité est reine hein, là-dedans, mais pourquoi j'aime cette saga ? Vous en doutez, voilà, je pense que... Alors, moi, je peux pas dire que ce soit la saga qui est... As-tu vu le caractère présent dès le début ? Non, évidemment que non, Stéphane, justement. Justement, non, je l'ai pas vu dès le début, parce que déjà, j'ai commencé cette saga il y a 20 ans. Voilà, un peu plus de 20 ans. Donc forcément à l'époque j'avais pas l'œil que j'ai aujourd'hui, mais je pense que les personnes racisées l'ont vu directement, mais d'ailleurs je pense au personnage de Cho Chang, je sais qu'il y a beaucoup d'asiatiques qui ont été choqués par rapport à ça. Mais non, le fait est que, alors moi voilà, c'est pas une œuvre qui a bercé mon enfance parce que j'étais déjà adulte quand j'ai commencé cette saga, et d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre parce que pour moi c'était un truc pour les gosses et que ça m'intéressait pas, et en fait j'avais commencé à regarder les films par hasard, je sais plus, j'étais chez quelqu'un je crois qui regardait le premier en fait, et donc je me suis prise un peu au truc. Et après, je sais plus comment j'ai vu le 2, mais je me souviens être allée voir le 3 au cinéma. Et en fait, le 3, j'avais adoré. J'ai vraiment adoré. Et mon copain de l'époque, qui avait lu les Harry Potter, alors tous n'étaient pas sortis, hein, je crois qu'on en était au 4, justement, m'avait dit, bah écoute... si tu veux pas lire, il me conseillait vraiment de lire les livres, mais il m'a dit bon, mais si tu veux pas commencer par le début, commence par le 4, puisque t'as lu les 3 films, et si tu veux, je t'explique ce qui n'est pas dans les films. Et du coup, j'ai dit bah vas-y, banco quoi, et donc j'ai commencé par le 4, qui est quand même un des meilleurs, on va pas se mentir, et du coup j'étais à fond dedans direct, et puis bon, après voilà, la suite. Mais du coup, ouais, j'ai commencé par un qui était pas trop enfantin finalement, donc ça m'a plu de suite. Et puis après, je me suis retapé évidemment la saga en entier au moins 3-4 fois, je pense. Et donc, ouais, pourquoi j'aime ? Mais parce que c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même une saga qui montre des belles valeurs. Qui est aussi une saga... qui est une métaphore de la lutte contre le fascisme. Alors c'est sûr que maintenant, c'est marrant parce que je pense que si J.K. Rowling avait écrit Harry Potter maintenant, on n'aurait plus du tout la même histoire. Quoi ? J'ai pas compris.
comment notre certitude de ce qui vous inspire aujourd'hui, cet auteur a modifié non, c'est pas par rapport à l'autrice, hein. C'est vraiment par rapport à... parce que maintenant, on analyse, même avant d'ailleurs, mais on analyse un petit peu les œuvres et voilà, on se rend compte des problématiques qu'il y a dedans, c'est tout. Voilà, il y a pas, c'est pas un mal, c'est très bien de le dire. Moi, je pense qu'il faut, non, il faut le dire. Il faut le dire, ça empêche pas que, on peut toujours conseiller à des enfants de lire cette histoire, mais il faut leur dire, bon, voilà, il y a des personnages dedans, il y a des idées dedans qui sont problématiques, voilà, qui ne sont pas véhiculées, tout simplement, c'est tout, hein. Et oui, donc voilà, il y a quand même, je pense que J.K. Rowling, vraiment, elle aurait pas écrit la même saga aujourd'hui. Je pense que J.K. Rowling, maintenant, est devenue fasciste. Elle est devenue Voldemort. Et c'est un truc de fou, quand même, quand on y pense. Parce que maintenant, elle est pro-Trump, voilà, elle embrasse vraiment les idées d'extrême droite, totalement. Totalement. Maintenant, il n'y a plus aucun doute possible, hein, elle s'en vante elle-même. Et donc, c'est fou, quand même, de se dire qu'elle a pu écrire cette saga qui, vraiment, voilà, parle clairement du nazisme. Les mange-morts, Voldemort et tout ça, c'est des nazis, hein, clairement. Et puis Harry Potter, l'Ordre du Phénix, tout ça, c'est la résistance. On a vraiment le truc du racisme avec les moldus, voilà, racisme anti-moldus, voilà, les personnes aussi qui ne sont pas nées de parents sorciers, enfin voilà, il y a tout un imaginaire métaphorique autour de ça. Ouais, c'est clair, Silou, c'est clair que l'argent n'aide pas. L'argent n'aide pas, évidemment, c'est sûr. Mais alors là, c'est grave, hein, c'est devenu vraiment grave. Heureusement que toutes les personnes riches sont pas comme ça non plus. Mais c'est clair que oui. Oui, l'argent, là... Je pense que l'argent lui est monté à la tête. À mon avis, le succès lui est un peu monté à la tête aussi. Mais ouais, c'est triste qu'elle soit devenue comme ça, et c'est vrai que ça me fait chier. Moi, j'aime toujours cette œuvre, et je sais qu'il y a énormément de gens, et notamment de personnes trans et tout ça, hein, qui adorent toujours Harry Potter et qui se sont réappropriés l'œuvre au final, et c'est pas plus mal, hein. Par contre, oui, c'est compliqué. On peut maintenant, c'est fini d'acheter du merch, tout ça. Enfin, moi, je veux plus donner des sous à cette personne, en fait. Mais je sais que, par exemple, là, la série qui va arriver, je la regarderai, je la téléchargerai illégalement, parce que je ne veux pas donner des sous à la personne, mais je la regarderai, parce que j'aime trop cette saga. C'est comme ça. Voilà. Oh oui, non, c'est sûr, Stéphane, bien sûr, évidemment qu'elle a pas révolutionné le genre, on est d'accord. Après, reste que c'est une œuvre jeunesse majeure maintenant, c'est un classique de la jeunesse, c'est comme ça, quoi. Mais ouais. Donc voilà. Voilà pour cette saga. Alors, je vous avais dit que ce serait divers et varié. Alors, Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'ai lu assez récemment pour le coup. Ouais, j'ai mis du temps à lire ce classique. Bon, je pense que c'est la taille du livre, la thématique qui me faisait un peu peur, j'avoue. Donc, on va suivre dans ce livre Jane, qui est orpheline, qui va être recueillie par une tante qui la maltraite, hein, clairement, et même ses enfants, enfin ça fait très Cendrillon d'ailleurs un petit peu, mais bon. Bref, elle va être ensuite placée en pension, où, alors, ça se passe pas forcément bien non plus, mais voilà, elle survit jusqu'à ce qu'elle soit majeure, et elle va alors être embauchée comme gouvernante auprès d'un homme assez riche, qui est donc le fameux Monsieur Rochester, et elle va tomber amoureuse de Monsieur Rochester, voilà, et donc en gros ce livre c'est donc la vie de cette femme. Ouais, voilà, merci Silou. On est bien d'accord. Alors si, moi je vais te dire où il est le féminisme, mais effectivement je vais te dire aussi pourquoi c'est quand même
problématique. Pourquoi c'est problématique? Tout simplement parce que cette histoire d'amour est ultra toxique. Alors je peux pas trop en dire parce que je ne peux pas spoiler l'intrigue, mais je vous dis quand même que Rochester, eh ben c'est pas un homme bien. C'est pas un homme bien. C'est un homme même horrible, je trouve, voilà, horrible. Alors pareil, je peux pas dire pourquoi parce que ce serait dévoiler l'intrigue. Du coup, cette fascination qu'a Jane pour lui, bon bah voilà, encore une fois, c'est toujours c'est vraiment c'est presque c'est des dark romance avant l'heure, hein, on va pas se mentir, mais c'est ça quoi, c'est une fascination parce que Rochester a un côté un peu ténébreux, taciturne, voilà, c'est vraiment ça. Mais clairement, la romance, pour moi, elle est horrible. Je n'aime pas du tout cette histoire d'amour, je n'aime pas du tout Rochester, j'ai détesté cordialement ce personnage, je n'ai pas compris cette histoire d'amour, si ce n'est que je me l'explique par le fait que Jane ait toujours été maltraitée et que enfin elle reçoit de l'amour de la part de quelqu'un, sachant que Jane, c'est pas, on ne la décrit pas comme quelqu'un d'une grande beauté, hein, pas du tout, loin de là, elle est orpheline, elle a pas une thune quoi, donc elle est clairement pas dans la catégorie des femmes à marier, et donc du coup voilà, moi je l'explique comme ça. Maintenant pourquoi j'ai quand même beaucoup aimé ce livre, parce que pour moi, en dehors, alors mettons cette histoire d'amour de côté, pour moi Jane Eyre est un personnage ultra féministe. Pourquoi? Parce que elle fait toujours ses propres choix. Elle fait toujours ses propres choix. Elle envoie chier les gens quand il faut envoyer chier les gens. Elle fait passer sa carrière avant le reste. Enfin voilà, elle a vraiment tout le long du livre une attitude ultra féministe. J'ai aimé, j'ai adoré ce personnage, vraiment. Mais la fin, voilà, c'est vraiment dommage. Ah oui, bah bien sûr, Stéphane, oh, mais moi on peut me juger, ça me gêne pas, j'assume. Mais bien sûr, tout à fait, je suis absolument d'accord. Moi, je ne m'empêche pas, effectivement, je suis pas, moi j'ai toujours dit, hein, moi j'aime pas la pureté militante, hein, de toute façon je déteste la pureté militante, je pense qu'on a tous des biais, je ne m'empêche pas de faire des trucs qui sont considérés comme ultra problématiques, je vais y arriver, problématiques par d'autres. Voilà, je suis loin d'être parfaite. Après, chacun ses valeurs. Moi, je sais où je mets le curseur. En fait, c'est une question de curseur. Chacun a un curseur placé différemment. Voilà, il y en a, ils peuvent rien supporter. Et je les comprends, il n'y a pas de souci. Il y en a, ils sont beaucoup plus souples. Bon, bah voilà. Mais ouais, je sais... Mais ouais, c'est ça, on est plein de contradictions, mais c'est comme ça. Et après, bon, écoutez, voilà, personne n'est parfait, on ne peut pas être parfait de toute façon, donc on fait comme on peut, avec le curseur qu'on a, avec les valeurs qu'on a, avec la conscience qu'on a. Voilà, moi je pars de ce principe, voilà, chacun sa jauge, exactement. Moi je sais qu'il y a des trucs que je peux pas laisser passer, et il y a des trucs où je suis beaucoup plus souple en me disant oui bon bah écoutez voilà, il y a des fois on peut pas faire autrement, voilà, bref, et donc voilà, du coup bah ouais, la fin gâche un peu le féminisme de ce livre, c'est dommage, mais moi j'ai choisi de l'interpréter à ma façon, c'est souvent comme ça, et de me dire que bon, elle est un peu sous l'emprise de Rochester, mais que sinon c'est quand même féministe. Voilà, et j'ai beaucoup aimé le livre malgré tout, parce que j'ai adoré ce personnage, et ça me fait chier qu'il y ait cette romance de merde. Pour moi, ce livre n'est pas une histoire d'amour. Pour moi, ce livre, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui a voulu vivre sa vie comme elle l'entendait, mais qui s'est fait avoir par un homme, et donc ça arrive à tellement... nombre de femmes que j'ai envie de dire c'est réel. Ouais, franchement, ouais, c'est clair. Non, j'avoue, Silou, ça m'a saoulé pour ça. Exactement, Natacha, c'est exactement ça. C'est Rochester qui est problématique. Jane, c'est une queen. Pour moi, Jane, c'est une queen. Je suis désolée.
vraiment. Voilà. Mais elle se fait aveugler par son amour, mais parce que, encore une fois, voilà, moi j'ai choisi de l'interpréter comme ça. Elle a personne qui l'aime, en fait. Enfin, là, si, en vrai, il y a des gens qui l'aiment dans le livre, heureusement, la pauvre, mais voilà, elle se laisse attendrir par le personnage et elle croit tout ce qu'il raconte, alors que mytho de fou, lui. Ah, bref. Mais ouais, c'est clair. Donc voilà, pour celui-ci. Alors celui-ci aussi, oulala, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé Kafka sur les rivages de Murakami, justement parce que parce qu'il y avait des trucs très cringe dedans, on va pas se mentir, mais c'est marrant parce que et non, du coup j'y viendrai à la fin du coup de pourquoi j'ai aimé. Donc de quoi ça parle Kafka sur le rivage? On va suivre Kafka, alors c'est un surnom qui se donne, hein. Kafka qui a 15 ans et qui va fuir son foyer en fait parce que il y a eu une prophétie. Alors ce livre parle beaucoup évoque beaucoup le mythe d'Oedipe. Enfin, c'est pas évoque, c'est une métaphore du mythe d'Oedipe. Hein. Voilà, je tiens à le préciser en toute première chose. Et du coup, voilà, Kafka va partir. Et donc, on va suivre un peu, c'est un roman initiatique, on va suivre les péripéties de Kafka qui va rencontrer des gens qui vont soit l'aider, soit lui faire obstacle, etc. Et en parallèle, on va suivre un autre... tu l'as, mais ça, j'ai cru que tu disais je l'ai lu, mais ça me tente pas. Là, il y a une contradiction. On va suivre un autre personnage en parallèle qui s'appelle Nakata, qui est un vieil homme qui, lui, en fait, a été victime de une agression. Ah, je sais plus. Quand il était enfant, c'est quoi déjà ? Je me souviens plus. Bref, il a été victime d'un truc grave quand il était enfant. Et du coup, suite à ça, il a perdu la mémoire. Et en fait, on va le retrouver. Alors, il a perdu la mémoire, il est devenu un peu simple d'esprit. Et pareil, il va se barrer. En fait, c'est deux récits parallèles, initiatiques. L'un d'un jeune homme de 15 ans, l'autre d'un vieil homme. Et on va les suivre comme ça. Coucou Malo, comment ça va ? Pourquoi c'est problématique ? Parce que, il est beaucoup... Alors, c'est l'arc de Kafka qui est problématique. Celui de Nakata, il est topissime. Celui de Kafka, il est problématique parce que... il va y avoir beaucoup de scènes de sexe, de trucs comme ça, sachant qu'il a 15 ans et qu'il va rencontrer des femmes adultes. Voilà, donc c'est la cringeance. C'est la cringeance par rapport à ça. Vraiment. Et j'avoue que j'ai eu un peu du mal... à ma lecture à ces moments-là, ouais, j'avoue, oui, bon, voilà, puis bon, il y a tout le truc de Deep, voilà, effectivement, bref, courage alors. Mais pourquoi j'ai quand même aimé, parce que, en fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment occulté l'arc de Kafka. J'ai occulté l'arc de Kafka au point que finalement, à part les trucs cringe, ce qui m'aura marqué le plus, cette fois en positif, c'est le fait qu'il y a un personnage transgenre dedans, qui était vraiment... que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, qui est très intéressant. Mais sinon, j'avoue que l'arc de Kafka, je l'ai... passé à la trappe. Oh non, cette histoire n'a pas existé. Parce que moi, vraiment... Ouais, bah oui, Stéphane, mais bon, voilà quoi.
Mais ouais, bah après c'est un peu les fantasmes aussi de l'auteur hein, pour le coup. Mais Haruki Murakami, il est un peu, ouais, il est un peu compliqué par rapport à ça hein, parce que il y a souvent des scènes un peu cringe comme ça dans ses histoires et c'est dommage parce que bon après ça fait partie du personnage, hein, mais bon, je trouve que ça gâche un peu ces récits qui, au-delà de ça, sont extrêmement originaux et magnifiques. Mais ouais, c'est ça, il met trop ses fantasmes dedans, c'est relou. C'est vraiment relou. Et du coup, ouais, moi, je me suis vraiment concentrée sur l'arc de Nakata que je trouve extraordinaire. J'ai tellement eu d'attachement pour ce personnage de Nakata, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'aimais, ce personnage. Il était tellement touchant. Que ben voilà j'ai retenu que son histoire au final, j'ai retenu aussi la beauté de l'écriture, la poésie qu'il y a derrière, beaucoup de métaphores, alors son amour des chats, même si trigger, ouais, il y a un gros trigger warning chat dedans, j'avoue que ça a été compliqué ce passage là, il y a un passage absolument horrible hein, avec des chats, mais en même temps c'était pour montrer comment toute la méchanceté, tout le mal qu'il peut y avoir dans un être humain. Mais en tout cas, mais malgré tout, on ressent quand même l'amour de Kafka, non, de Murakami du coup, pour les chats et d'ailleurs Nakata comprend les chats, c'est ça qui est assez extraordinaire aussi. Donc voilà, c'est un livre sublime au-delà de voilà, c'est juste bon, il y a des fantasmes de Murakami. Mais je suis passée outre. L'art peut-il tout autoriser ? Non, pour moi non. Pour moi non. Parce que, bah, typiquement, œuvre pédopornographique, par exemple. Hein. Désolé, mais... d'aucuns te diront que de très belles photos, magnifiques photos d'enfants tout nus, dans des positions suggestives, c'est de l'art. Oui. Bah, du coup, non, voilà. Réponse, non. Désolé, l'art ne peut pas tout autoriser. Donc, ouais, non, voilà, c'est compliqué. Mais d'où le fait qu'on soit aussi autorisé à critiquer des œuvres d'art. Voilà. Hein. Et donc voilà pour celui-ci, Kafka, qui est quand même une œuvre majeure, je trouve. Je suis ravie de le compter parmi les œuvres que j'ai lues et appréciées. Ensuite, alors, La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Là aussi, c'est intéressant. Donc, de quoi ça parle ? Alors, on est dans un livre à mi-chemin entre la SF et la fantasy, parce que il y a clairement les codes de la SF. Alain Damasio, c'est avant tout un auteur de SF. Mais on est quand même dans un monde... alors vous allez me dire, en SF aussi, il y a des mondes imaginaires, mais là, on est quand même vraiment dans un monde imaginaire, avec parfois un peu des créatures, avec quand même une ambiance très fantasy. Voilà, une ambiance très fantasy. Mais quand même plus les codes de la SF. C'est à mi-chemin. C'est vrai que les gens le classifient pas trop pour ça. Salut Stéphane, bonne soirée, bonne lecture. Et dans ce monde, en fait, on est sur une planète où il y a un vent qui souffle en continu, très fort. Et on a un groupe qui est formé pour aller à l'origine du vent. Parce que, en fait, le but, c'est d'arrêter ce vent, hein, tout simplement. Et donc, le but, c'est d'aller voir d'où ça vient, ce vent. Et donc, ils se lancent dans une épopée, une odyssée comme ça, avec évidemment tout un bataillon, tout un pactage, tout ce qu'il faut pour arriver à voyager comme ça contre le vent, hein, d'où le titre du livre, hein, d'ailleurs. Et donc ils sont 23. Bon, heureusement, c'est pour ça que j'ai les anti-sèches, parce que on ne me souvenait plus qu'ils étaient aussi nombreux. Mais ils ont tous, mais on va pas suivre les 23, mais ça reste plutôt un roman choral.
Oui, c'est assez complexe. Et on va suivre je dirais une dizaine de personnages si je me trompe pas. Tous, donc il y a des hommes, il y a des femmes, sont tous plus ou moins différents quand même. Et en fait, bon, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que les dialogues, en fait, il n'y a pas leur nom dans les dialogues, c'est des petits symboles qui correspondent. Alors, on connaît leur nom, hein, mais c'est des petits symboles qui correspondent à chaque personnage quand il parle. Et le livre est à l'envers aussi. D'où le fait, parce qu'on va contre le vent, et donc on commence à la dernière page et on finit à la première. Et voilà. Alors, pourquoi c'est problématique ? Parce que, en fait, les personnages féminins sont ultra clichés. Et c'est catastrophique. Alors, Alain Damasio, c'est pas pour l'avoir lu 2 autres fois, je crois. On voit que c'est un réac. Réac. Pas réac parce que en même temps la zone du dehors c'était quand même voilà une dystopie anti-totalitaire, tout ça machin, mais quand même disons plus conservateur que réac. C'est-à-dire que tu sens que bon bah je crois que c'est un quinquagénaire blanc français. Vraiment un peu boomer quoi, hein, voilà. Alors oui, c'est logique aussi qu'ils vont pas être très progressistes, ça je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Et on sent dans ses œuvres qu'il y a ce truc là, qu'il y a notamment ce sexisme très latent, mais alors là pour le coup il est très très marqué le sexisme dans ce livre, puisque c'est bien simple, tous les personnages féminins déjà veulent toutes avoir des enfants, c'est vraiment le truc, voilà, que visiblement toute femme doit désirer des enfants et doit avoir des enfants. Ensuite, elles sont toutes... alors moi ce qui m'a énervé, c'est que, purée, il y a des femmes qui sont montrées comme des femmes fortes, comme des femmes intelligentes, et malgré tout, il y a toujours un moment où elles vont avoir besoin d'un homme, parce que c'est quand même des petites choses fragiles. C'était très chiant. Franchement, c'était vraiment très chiant. Et notamment, putain, mon personnage préféré dans l'histoire, je sais plus, par contre, j'ai tellement oublié les prénoms. Et évidemment, ils y sont pas. Donc voilà, je sais que son prénom commence par un O. Mais en tout cas, ça y est. Bon. Orochi. Voilà, c'est bon, là j'ai les prénoms. Mon personnage préféré, c'était Orochi, parce que c'était vraiment une femme... hyper intelligente, hyper douée, hyper forte et tout. Enfin, alors c'était pas la seule femme forte, hein, mais elle était au-delà du truc et était beaucoup plus intelligente que la plupart des hommes, hein, d'ailleurs. Mais malgré tout, il a fallu qu'il nous fasse son cliché de mais Orochi, tout ce qu'elle veut avant tout, c'est être mère. Toi, t'es là, mais non. Mais ça lui va pas du tout. C'est pas un personnage qui a envie d'être mère, ça. Je suis désolée, c'est un personnage ultra indépendant, c'est un personnage qui veut vivre sa vie sans homme, sans rien du tout, quoi. Oh, ça m'a énervé. Mais bon, voilà. Après, voilà. C'est pour ça que j'ai du mal avec la SF écrite par des mecs blancs. Parce qu'il y a souvent ce genre de clichés. Après... Alors attends, je viens quand même au fait de pourquoi j'ai aimé. Parce que j'ai adoré ce livre, en réalité, on va pas se mentir. Parce que bon, finalement, je vous parle de ça, hein, de ce sexisme et tout, ça prend vraiment pas beaucoup de place dans le livre, en réalité. Ça m'a marqué parce que j'ai été déçue un peu de ce qu'il a fait du personnage d'Orochi, notamment. Pareil, c'est Coriolis aussi, femme forte, mais qui est un peu éclipsé par son amour pour un des mecs, enfin bon bref, c'est un peu dommage quoi de réduire les femmes à ça, mais au-delà de ça,
voilà, ça reste une petite partie du roman. Les femmes ont quand même une grosse place dans l'intrigue. Hein. Et puis surtout, il est absolument sublime ce livre. Mon Dieu, pour le coup, c'est vraiment une œuvre d'art et c'est un tour de force qui nous a fait le Damasio. Là, je ne peux reconnaître que son génie. Je ne peux que reconnaître son génie, pardon. Alors, c'est un livre. Alors, complexe, oui. Maintenant, l'histoire se suit très bien. Juste qu'il y a beaucoup de jeux autour des mots, notamment autour de la littérature, autour du fait de jouer avec les mots. Et notamment, il y a des concours. Alors, il y a un personnage que j'aime beaucoup aussi, c'est le personnage de Caracol. D'ailleurs, pour moi, il est gay, Caracol, mais bon, c'est jamais dit ou quoi, mais voilà, j'ai décidé. Mais le personnage de Caracol, qui est un peu comment on dit, le barde, là, le ménestrel, un peu, voilà, du groupe, hein. Et qui est très doué avec les mots, etc. Et donc il va faire des joutes à un moment avec des ennemis, des joutes de mots et tout. Enfin, c'était génial. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est le barde, ouais. Et ouais, franchement, alors après, oh oui, c'est vrai que ouais, j'ai parlé du sexisme, mais dans le sexisme, il y a ce côté aussi masculinité, un peu virilité un peu toxique aussi, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont la bagarre. Il y a des personnages que j'ai pas aimés, genre Golgoth. Typiquement, il porte bien son nom. Voilà, il y a quand même des personnages que j'ai pas aimés parce que c'est la bagarre. Super, allez, allez dégage. Mais bon, rien que pour le personnage de Caracol, pour certains autres personnages qui sont ultra intéressants et pour toute la beauté du livre. Non, franchement, ce livre est absolument sublime. Et oui, voilà. En fait, le côté négatif, c'est finalement, ce sont des clichés d'un mec quinquagénaire blanc, c'est tout quoi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pas trop en demander quinquagénaire, peut-être même sexagénaire d'ailleurs, Damasio même, je pense que même que je le rajeunis. Donc bon, faut pas, c'est pas étonnant quelque part, hein, voilà. Mais franchement, non, franchement, j'ai trop aimé ce livre. Et puis j'avais aimé aussi La Zone du Dehors, mais moins parce qu'il est... La Zone du Dehors, il est moins original, parce qu'il se rapproche beaucoup de ces dystopies à la 1984, tout ça. Alors que La Horde du Contrevent, il est tellement original. 1969, donc ce qui fait de lui, effectivement, un quinquagénaire, donc je l'avais pas rajeuni. Donc ouais, il a 56 ans. Donc oui. Voilà. Merci Karine pour l'information. Ouais, franchement, la fin est sublime. Moi j'ai adoré. Moi, franchement, je l'ai trouvé magnifique, ce livre. Je l'ai trouvé tellement poétique, tellement original, tellement... tu t'attaches à ces personnages. Voilà. Bon, bah écoutez... voilà. C'est quand même c'était quand même du génie cette œuvre. Alors bon, malheureusement il paraît que par la suite il a fait des œuvres un peu plus réac encore. Bon, je pense qu'il a mal vieilli, hein, voilà, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est son âge, c'est son genre, c'est sa couleur de peau qui joue aussi, hein, on va pas se mentir. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Alors, on change totalement de style. Donc là, cette fois, c'est une saga. C'est la sélection de Caracas. Bon, alors lui, on le mettra dans les plaisirs coupables. Typiquement. Autant y a des livres que je suis fière d'aimer comme Kafka ou La Horde du Contrevent, autant il y en a, bon, je suis là, oui, bon, mais c'est parce que tu comprends, c'est juste, c'est la lecture légère, quoi.
Ouais, en vrai, j'ai pas lu toute la saga. Pareil, j'ai lu que les 3 premiers. Mais je lirai la suite parce que j'ai envie de lire la suite, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion. Donc, dans cette histoire, en fait, on est dans une dystopie où... en gros, il y a une espèce de télé-réalité, ou je crois que c'est une télé-réalité, je sais pas si c'est une télé-réalité ou c'est... Oui, si, je pense, je sais plus, bref. En tout cas, il y a une compétition qui est organisée pour trouver la future princesse et future reine, hein, du coup. Donc, qui va épouser le prince du royaume. Alors je crois que on est dans un futur assez lointain et donc on est dans une monarchie, voilà. Et donc il y a une compétition qui est organisée où vont être sélectionnées des dizaines de jeunes filles pour trouver donc l'ultime prétendante, celle qui aura la chance d'épouser le prince et donc de devenir une future reine. Et on va suivre America, qui est l'héroïne de cette, en tout cas de la première partie de la saga, parce qu'il me semble qu'à un moment on change d'héroïne. Je crois que j'ai lu les 3 avec elle, et après il me semble qu'on change. Bref. Mais qui donc se retrouve dans cette sélection, et donc évidemment il va y avoir une romance, tout ça. Pourquoi c'est problématique? C'est problématique, là vous l'aurez deviné, hein, compétition entre femmes, la romance un peu toxique, parce que c'est quand même un mec qui c'est le bachelor, hein, typiquement, donc il va essayer de séduire plusieurs filles, alors que il est censé quand même être dans une romance avec l'héroïne là pour le coup, et puis voilà, ce truc de effectivement toutes les nanas qui sont mises en compétition, ça repose. En fait, ce qui me saoule dans ces dystopies young adultes, c'est que là, la dystopie, c'est juste pour dire qu'on est dans une monarchie. Au final, on s'en fout un petit peu du côté dystopique, quoi. Et du coup, il n'y a pas grand chose de politique dedans. Donc c'est assez classique, on va dire. Maintenant, pourquoi j'ai aimé quand même? Déjà, je me suis laissée prendre par l'histoire, on va pas se mentir. Non, je l'ai pas lu il y a très longtemps en vrai, hein. Je l'ai pas lu il y a si longtemps que ça. J'ai lu il y a quelques années seulement, hein. C'est assez récent. Je me suis laissée prendre par l'histoire. En fait, j'ai trouvé que le personnage d'America était quand même assez intéressant. Elle se laisse... Alors c'est le personnage rebelle un petit peu, hein, voilà, c'est le classique des dystopies young adultes, il va toujours y avoir l'héroïne qui va se rebeller contre l'ordre établi, évidemment. Donc forcément, oui, tu t'attaches un petit peu à cette héroïne qui va bouleverser le truc, qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Et en fait, au final, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est pas la romance, c'est vraiment tous les à côté, quoi. C'est vraiment comment, justement, elle va se sortir de ce truc-là, comment ça va évoluer, etc. J'avoue que c'est Page Turner, j'avoue que, toutes les dystopies comme ça ne m'ont pas forcément plu, loin de là d'ailleurs. C'est pourtant pas la dystopie la plus politique, la plus engagée, ni même finalement la plus intelligente qui soit, on va pas se mentir. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait... Ça, vraiment pour le coup, ça s'explique pas vraiment, c'est compliqué, c'est comme une saga qui va venir après, je pense que vous savez laquelle c'est, que je sais pas expliquer vraiment pourquoi j'aime, mais j'aime, voilà. Elle est quand même bannie aux USA. Oh ouais, mais alors ça j'ai envie de dire, dès qu'il y a le moindre truc, un minimum woke, et encore c'est même pas woke en plus, je sais même pas pourquoi elle est bannie, tellement il y a tellement rien de... Il y a tellement rien de dissident, il y a tellement rien d'anti-système dans ce truc que c'est vraiment on est au ras des pâquerettes de la dissidence là-dedans, hein. Voilà, c'est c'est très gentil, mais bon, peut-être alors, ok, ma foi, bizarre, ok.
Donc voilà, mais bon, voilà, c'était. J'ai envie de. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais lire la suite parce qu'on va changer d'héroïne, donc on verra. Mais ouais, c'est rare en plus que je lise des suites de sagas, vous le savez, hein, même quand j'adore le premier tome, je traîne beaucoup à lire la suite, et ben là non, mais tout simplement parce que c'est des lectures légères qui se lisent facilement et ça passe quoi. Ouais, mais du coup, moi je l'avais. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai lu les suites et que j'ai pas lu le 4 parce que je crois que le 4 est toujours pas en audio. C'est pour ça que je me suis arrêtée au 3. Mais oui, je les écoutais en audio. Du coup, c'est sympa en audio, ça passe bien, ouais. Voilà, bon. J'ai pas grand chose à défendre sur ce coup-là, mais le fait est que j'ai bien aimé cette saga. Ensuite. Alors, oula, le coup de la virilité. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire, mais pourquoi c'est problématique? Ça peut pas être problématique. Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, qui, sur le coup, quand je l'ai lu, je n'ai pas vu tous les côtés problématiques du livre. Effectivement, je m'en suis rendu compte après coup, et aussi parce que j'ai vu pas mal d'analyses de ce livre, et que effectivement en y repensant, oui, effectivement il y a pas mal de problématiques dedans. C'est un essai qui va nous parler, voilà, comme ce qui est écrit, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Déjà rien que le sous-titre, j'aurais dû voir le truc qui était... Mais bon. Et en fait, Lucille Pétavin, dans ce livre, nous montre des chiffres de ce que représentent, on va dire, les activités masculines, les problématiques masculines sur la société, c'est-à-dire les accidents de la route, les condamnations, évidemment les violences en tout genre, le fait que les hommes aient un comportement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, sachez, si vous ne le saviez pas, que si l'espérance de vie est plus courte pour les hommes que pour les femmes, c'est parce que les hommes ont beaucoup plus de comportements à risque. Et ça fait partie, ça, de la masculinité toxique. Mais voilà, et en fait, elle nous montre des chiffres de tout ça, des statistiques, et elle a calculé, en fait, ce que coûtait à la société toutes ces problématiques engendrées par les hommes. Et voilà. Très intéressant, et donc moi je me souviens effectivement que j'avais adhéré à l'engouement qu'il y a eu, s'il y a vraiment eu un engouement autour de ce livre à sa sortie, parce que oui, ça mettait évidemment en valeur, pas en valeur, mais en exergue, on va dire plutôt, la masculinité toxique et le fait qu'il y a vraiment urgence sur sur le fait de mieux éduquer nos fils déjà, pour commencer. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'en fait, à aucun moment, déjà, pour commencer, elle ne parle de féminisme. Elle part du principe qu'il faudrait que tout le monde soit éduqué comme on éduque les femmes. Donc, c'est-à-dire que tout le monde devrait être éduqué à se tenir sage, ne pas faire de vagues, etc. Et ça, c'est problématique. Parce que le but, c'est pas de mettre des brides aux enfants, en fait. Le but, c'est de considérer que les garçons et les filles devraient être traités à égalité, et de les laisser libre cours aussi à certains trucs, enfin voilà quoi. Et il y a aussi le fait que les femmes sont toujours douces et gentilles, c'est pas vrai, évidemment. Et autre chose de très très problématique dans le livre aussi, c'est par rapport à la prison. Parce qu'en fait, elle considère que comme il y a, alors je sais plus, plus de 90% des résidents des prisons qui sont des hommes, ça veut bien dire que les hommes sont des méchants. Alors, certes, sauf que le problème c'est que ces statistiques de prison c'est biaisé, parce que si on va par là,
comme il y a énormément de racisés en prison, ça veut dire aussi que les racisés sont... Mais il y a un taux de racisés en prison qui est supérieur au taux de racisés d'une façon générale, hein, évidemment. Donc on considère que les racisés sont méchants, alors que non, c'est évidemment dû au racisme, hein, puisque les personnes racisées se font beaucoup plus condamner que les personnes blanches. Donc bon, il y a des biais comme ça qui ne vont pas. Elle ne parle jamais, alors elle va parler justement, il y a d'autres biais racistes comme ça, puisqu'elle va parler justement des racailles, tout ça, machin. Elle ne parle jamais des violences policières, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui, une fois qu'on analyse le truc, ne vont pas du tout. Et en fait, le problème de Lucille Pétavin, parce qu'après, évidemment, on a pu se renseigner sur la personne un peu plus tard, c'est que Lucille Pétavin représente le féminisme, un des féminismes que je n'aime pas, il y en a plusieurs, c'est le féminisme libéral. Et le féminisme libéral, ce qu'on peut aussi appeler white femme, féminisme mainstream, voire universaliste, c'est le féminisme qui dit que, bon, bah déjà, oui, les femmes sont toutes des gentilles personnes et qu'on devrait toutes se soutenir, et même, on devrait même soutenir les femmes qui sont nazies, parce que quand même, c'est des femmes, les pauvres, voilà. Qui dit que bon bah on voit pas les couleurs, hein, voilà, on devrait tout être traité pareil, et puis bon du coup le voile c'est pas très bien parce que du coup le voile c'est patriarcal et que machin, enfin bon vous voyez le genre de truc quoi. Voilà, donc c'est un féminisme qui sous couvert de bienveillance est très raciste et très problématique, parce que on nous demande quand même de tolérer des femmes qui sont genre Marine Le Pen, voilà, qui sont ultra problématiques. Bon, vous voyez le truc, quoi. Et Lucille Pétavin, d'ailleurs, elle a fait partie, je dis pas ça au hasard. Putain, les voisins du dessus, ils font un bordel. C'est que en fait, il y a eu une tribune qui avait été écrite justement pour appeler les femmes à plus de sororité, et que donc oui, on devrait toutes se soutenir, et même justement les personnes qui sont très très méchantes, mais quand même c'est des femmes quoi, donc c'est des victimes avant tout. Et Lucille Pétavin a fait partie des signataires de cette tribune, donc ça conforte dans l'idée que maintenant que j'ai dit ça, une fois qu'on a dit ça, ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça, Natacha. C'est que les femmes, comme elles sont éduquées à être douces et dociles, bah en fait, tout le monde devrait être éduqué à être doux et docile. Oui, d'accord, super. Bah bien bien le message, quoi. Oui, non. C'est pas le but non plus. Oui, voilà, c'est ça, elles sont conditionnées, exactement. C'est du conditionnement. Donc bon, c'est pas non plus enviable en vrai, hein. Maintenant, pourquoi j'aime quand même ce livre ? Je ne renie absolument pas cette lecture. Pas du tout. Je suis très fière d'en avoir parlé. Voilà. Parce que malgré tout, ça fait partie. Voilà. Moi, ce que je disais tout à l'heure, je n'aime pas la pureté militante. Et je trouve qu'à partir du moment où y a des choses qui peuvent parler justement aux gens qui ne sont pas déconstruits sur la question, qui sont au niveau zéro du féminisme, on va dire, et ben tant mieux. Ça a quand même mis en exergue justement cette masculinité toxique. Ça a quand même montré qu'il y a vraiment, vraiment un problème au niveau de la violence masculine. Et rien que pour ça, c'est cool. Et puis bon, on apprend quand même des choses dans ce livre. Déjà, voilà, il y a quand même pas mal de statistiques qui sont extrêmement intéressantes. Moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir fait ça, même si, bah, évidemment, c'est perfectible. Il faudrait une version corrigée de ce livre, ça serait bien, et qui soit plus féministe. Mais c'est un début, et ça a réveillé des consciences sur ça a réveillé les consciences de pas mal de gens, en réalité. Donc, même si c'est pas parfait, même si ça reste du féminisme libéral, on va dire qu'on prend quand même. Je sais qu'il y a plein de féministes
qui seraient pas d'accord avec moi et qui diraient ah bah non fuck hein, c'est bon justement parce que justement ça fait partie du truc de dire oui bon la sororité ça va bien 2 minutes, oui d'accord bon mais ça veut pas dire que je vais être sympa avec Marine Le Pen hein, voilà à un moment faut pas déconner non plus mais j'accepte ça parce que ça parle, en fait c'est ça le truc, c'est que ça parle au commun des mortels, c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Moi voilà, tous les efforts qui sont faits pour ça, bah je trouve ça bien, je prends, donc voilà, le coup de la virilité, lisez-le quand même, mais attention, sachez que il y a des limites dans ce livre, voilà. Donc voilà, ensuite... Alors, la saga, j'ai mis le premier tome, hein, mais c'est la saga du Bourbon Kid. Alors, attention, petit bémol sur celui-ci, je n'ai pas aimé toute la saga. D'ailleurs, j'ai pas lu toute la saga parce que au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Voilà, donc on va parler. Moi, je considère les 5-6 premiers comme étant vraiment la saga que j'aime. Après, ça va plus. Donc ouais, la saga du Bourbon Kid, c'est quoi? En fait, on suit un jeune garçon qui se fait appeler le Bourbon Kid, qui est en fait un anti-héros, hein. C'est vraiment un anti-héros. En fait, c'est un... Comment expliquer? Parce que du coup, je peux pas tout spoiler non plus, mais en gros, on va pas suivre que le Bourbon Kid, on va suivre une troupe, on va suivre un groupe de personnes qui sont tous des anti-héros. Et on est vraiment dans une saga déjantée, très tarantinesque. Et d'ailleurs, donc c'est écrit par un auteur anonyme que tout le monde a suspecté d'être Quentin Tarantino, mais je ne pense pas que ce soit lui. Ça se passe en Amérique du Sud. C'est vrai que les dialogues sont très très dans l'ordre d'idées de ce que peut nous pondre Tarantino, les dialogues, les scènes d'action, etc. C'est très testostéroné. Mais c'est extrêmement drôle, je suis en train d'anticiper sur tout ce que je vais dire là du coup, mais en fait je peux pas vous raconter vraiment l'histoire, si ce n'est que il va y avoir plusieurs intrigues, et notamment il y a aussi une part de fantastique dedans. Et en fait, on va suivre comme ça, ouais, une galerie de personnages. Alors, il y en a qui sont complètement cons, et il y en a qui sont ultra intelligents. Il y a aussi des femmes dedans, et on va les suivre dans leurs péripéties. Alors, ça va être très à base de tueurs à gages, d'enlèvements, de trucs comme ça, de trucs très... de narcos, de trucs comme ça, vraiment. Hein, on rappelle qu'on est en Amérique du Sud en plus. Donc, ouais. Voilà, on va être dans un truc comme ça, vraiment à la Tarantino. Pourquoi c'est problématique? Bon, déjà, voilà, au-delà du fait que ce soit à fond testostérone, on va avoir tous les clichés sexistes possibles et imaginables dans cette saga. Les femmes sont ultra sexualisées, alors c'est male gaze à fond. Ça parle beaucoup de cul. Ça en soi, c'est pas problématique, mais bon, là, malheureusement, c'est vraiment ultra sexiste, hein. Après voilà, il y a quand même des personnages de femmes qui sont badass et tout, qui sont des héroïnes, mais elles sont ultra sexualisées, c'est vraiment voilà, elles sont toutes méga bien foutues, et quand il y en a qui sont pas belles, ah ben on le sait qu'elles sont pas belles, hein. Oh purée, hein, ça on le répète. Par contre les mecs, c'est pas grave, hein. Bon voilà, c'est vraiment ultra sexiste, et c'est quand même pas mal en dessous de la ceinture. Maintenant, pourquoi j'ai aimé? Alors, encore une fois, attention, seulement les premiers tomes de la saga, parce que c'est tellement drôle. Mais c'est tellement drôle. Mais les dialogues, franchement, les dialogues sont des punchlines. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont pensé que c'était Tarantino, parce que c'est vraiment punchline sur punchline. Il y a des rebondissements de fou, il y a des twists, il y a des révélations sur des personnages, il y a des romances aussi qui sont intéressantes. Alors bon, non, même pas. En fait, la romance avec le Bourbon Kid, je l'ai adorée, en fait, parce que justement, ça montre
un côté beaucoup plus fleur bleue du personnage, et du coup ça détonne complètement avec ce personnage dur, ultra badass et tout. Ouais, voilà, il y a plein de trucs que j'ai adoré, et on fait référence aussi à des personnages réels notamment, voilà. Et ah ouais, non, moi j'adorais justement, moi j'adorais les dialogues, donc vraiment c'était des punchlines et tout. Je trouvais ça super drôle. Moi franchement je me marrais du début à la fin. Alors donc déjà ouais, moi je dirais les 4 tomes là jusqu'au, je crois que le tome 4 c'est le livre du diable, un livre quelque chose, il y a aussi le livre dedans, le tome aussi du Psycho Killer là, Psycho Killer, qui est en fait un tome à part, puisqu'on suit pas le Bourbon Kid et ses potes, mais ils vont se rejoindre dans un tome supplémentaire. Alors je rajouterai peut-être un tome supplémentaire justement où il y a le crossover des deux là. Après par contre, après c'est parti trop. Ouais, c'est vrai que c'est dommage que le livre n'ait pas été adapté. Après c'est parti trop en dessous de la ceinture, j'en pouvais plus. Après je me non c'est bon, là c'était trop, c'était vraiment pipi caca tout le temps, pipi caca cucu tout le temps quoi. Oh, ça m'a saoulé, je fais c'est bon là, putain, on dirait que l'auteur il a régressé. En fait on dirait que c'était pas le même auteur après coup, parce que vraiment c'était de la régression, il est retourné au stade anal, l'auteur, et c'était fini les punchlines de génie et les scénarios super originaux et tout. C'est parti dans du gros n'importe quoi, donc j'ai abandonné la saga, mais je retiendrai quand même les premiers tomes où j'ai passé un excellent moment malgré tout. Voilà. Ok. Ah oui, après oui, c'est clair que faut, si vous n'aimez pas les scènes de sexe, faut pas lire ça. Vraiment. Voilà. Donc pour cette saga. Alors, on retourne sur un classique. Putain, heureusement que j'en ai mis que 12 au final. Hein. On retourne sur un classique avec Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et ouais, on va pas être très loin de ce que j'ai dit pour Jane Eyre finalement, hein, puisque dans cette histoire qui est un peu un roman initiatique, on peut dire ça, même s'il est souvent présenté comme une romance, on va suivre Julien Sorel, qui est un homme qui vient d'un milieu d'un milieu pauvre, hein, voilà. Et qui est très ambitieux et qui va décider de partir à Paris en fait, et il va se trouver une place de précepteur dans oui c'est à Paris, hein. Non c'est pas à Paris, bon en tout cas il va, ouais je dis peut-être une connerie mais bon peu importe, il va trouver une place de précepteur chez un homme qui s'appelle Monsieur de Rênal en fait, qui est maire, oui, donc c'est pas à Paris du coup, je viens de percuter, et en fait c'est comme ça qu'il va démarrer son ascension, on va dire, dans la haute société, et notamment il va nouer une relation évidemment proscrite avec l'épouse de Monsieur de Rênal, qui d'ailleurs n'a pas de prénom dans ma mémoire, c'est Madame de Rênal tout le temps. Je sais plus si elle a un prénom. Mais bref, pourquoi c'est problématique, parce que déjà le héros est totalement un anti-héros, hein, vraiment. Julien Sorel, il est pour moi absolument détestable. Et encore une fois, voilà, on est d'accord, Natacha. Et encore une fois, cette relation, elle est hyper problématique. Avec Madame de Rênal, et même avec d'autres femmes d'ailleurs, s'il n'y a pas eu qu'elle il n'y a pas qu'elle dans l'histoire. Vraiment, ce héros est absolument détestable, et t'as pas envie de le voir réussir. Ouais, et ça, en fait, ça me bute que ce livre soit présenté comme une romance. Encore une fois, ce livre n'est pas une romance.
Vraiment pas une romance, pas du tout, du tout. Non, c'est l'histoire d'un homme qui est ultra ambitieux et qui va tout faire pour arriver au bout de ses ambitions. C'est ça l'histoire. Et pourquoi j'ai aimé? Parce que en fait, finalement, pour moi, le message de... Et c'est quand même bizarre du coup que les gens aient perçu ça comme une romance. Pour moi, le message de Stendhal, il est quand même assez clair que ce héros n'est pas du tout à mettre, n'est pas du tout à louer, quoi, pas du tout, quoi, vraiment, c'est un sale type. Ah ouais, c'est vrai, toi t'avais pas aimé Malo? Ouais, mais du coup, voilà, mais c'est ça le truc, c'est que moi j'ai aimé parce que justement, bah après je peux rien dire, mais au final, la fin n'est que justice. C'est l'inverse de Jane Eyre, c'est que là au moins il y aura une justice à la fin. Et j'ai aimé aussi le personnage de Madame de Rênal, qui finalement, on va dire, obtient justice, hein, voilà. Et ouais, qui se laisse pas non plus, marcher sur les pieds. Pour moi, voilà, moi j'analyse le livre comme c'est l'histoire d'Icare, quoi, qui a voulu voler trop près du soleil et qui s'est brûlé les ailes, quoi. Voilà. Ah ouais, t'as trouvé ça chiant? Putain, moi non, je me suis pas du tout ennuyée, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je le compare aussi un peu à Belle Amie de Maupassant, qui est un peu dans le même style aussi, hein, de cette histoire de... Pareil, c'est un homme aussi qui a plein d'ambitions comme ça, mais qui est un peu... qui est pas très louable non plus. Voilà, c'est un peu le même délire. Mais ouais, j'ai bien aimé... moi, j'ai aimé la morale de l'histoire. Donc... et moi, je me suis pas... mais moi, j'aime beaucoup ce livre. J'ai beaucoup aimé ce classique, pour le coup. Malgré le fait... Voilà, mais je suis désolée, c'est pas une romance. Et c'est comme Les Hauts de Hurlevent. Alors pour le coup, Les Hauts de Hurlevent, j'ai pas aimé. Mais Les Hauts de Hurlevent, c'est pareil, c'est pas une putain de romance. C'est quoi ce délire de nous présenter des histoires de relations ultra toxiques comme des romances? Mais arrêtez, quoi, non. Non. C'est pas des romances, je suis désolée, putain. Oh. Les livres de Jane Austen, oui, c'est des romances. Mais ah non. Désolé. Bref, donc voilà, en tout cas, bon, écoutez, chacun se fera son avis sur... mais oui, clairement, moi j'ai eu évidemment aucun attachement pour... alors je sais qu'il y en a, hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment Julien Sorel. Clairement pas, quoi. Clairement pas. Bon, on en arrive à... ma saga chouchou. Ma saga hate love. Hate/love. Il va y avoir des trucs à dire. Donc les fameuses enquêtes, voilà, parce que c'est toute la saga. Bon, pour l'instant j'ai lu 12 tomes, bientôt 13. La fameuse saga des enquêtes d'Anna Swensen. Donc c'est meurtre et à chaque fois un gâteau voilà, différent, une pâtisserie différente. Ouais, l'enquêtrice jamais suspectée. Et donc en fait on est dans cette saga, alors c'est une saga de Cozy Mystery, vous l'aurez compris avec le titre du truc, hein. On est dans une petite ville du Minnesota, on est vraiment chez les rednecks, hein, désolé, mais voilà. Où on va suivre Anna qui est l'aînée de 3 filles, qui a une trentaine d'années, et qui tient une petite pâtisserie, voilà, donc elle est très douée pour les pâtisseries. Et en fait, bon, bah, globalement, à chaque tome, il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans le bled. C'est quasiment jamais un habitant de la ville qui va se faire tuer, hein. C'est toujours quelqu'un qui arrive comme de par hasard. Alors dites-vous bien, bon, du coup on sait à chaque fois, ça spoil un peu, on sait toujours qui va mourir, sauf quand il y a plusieurs personnes qui arrivent en même temps. Mais quand il y en a qu'une, on sait que c'est cette personne-là qui va mourir, il n'y a pas de suspense, hein, voilà. En général, c'est quelqu'un de pas très gentil,
mais pas toujours quand même, mais c'est souvent quelqu'un de pas très sympathique, on va dire, qui se fait buter. Parce que bon, le but c'est pas qu'on s'attriste sur la personne qui est morte, le but c'est qu'on résolve l'enquête. Donc c'est Anna, comme Anna en tant que pâtissière, et non, no offense pour les pâtissières, j'allais dire Anna en tant que pâtissière est forcément plus intelligente que les autres. C'est pas du tout pour me moquer des pâtissières, mais c'est juste que bon, c'est marrant parce qu'il y a quand même des flics dans cette ville, mais ils savent moins faire leur boulot que Nana qui est pâtissière. Bon, mais tant mieux. D'un côté, il y a un côté féministe, on va dire, alors qui s'ignore beaucoup, mais il y a un côté féministe dans le fait que la Nana soit beaucoup plus intelligente que les flics qui sont des hommes. Il n'y a pas de femmes flics, non. Ouais, il était attendu. Et donc du coup, à chaque fois, c'est Anna qui va toute seule comme une grande résoudre les énigmes, enfin résoudre les meurtres. Et bon, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours elle qui découvre le corps de la victime. Voilà. Et personne dans le village ne la suspecte. Non. Personne se dit que c'est quand même bizarre que ce soit toujours la même personne qui non seulement tombe sur les corps, mais qui en plus résout l'enquête. Tu te dis pas, il y a un truc qui est bizarre quand même, Non, je sais pas. Bon, écoutez, voilà, bon. Mais alors, du coup, pourquoi c'est problématique ? Parce que bon, là, vous allez me dire, ok, ça a l'air un peu con, un peu cucu, un peu nul, mais ça a pas l'air problématique comme ça. C'est une nana qui résout des crimes, super. Ouais, mais non. Alors en fait, c'est problématique parce que c'est ultra puritain, ultra puritain et conservateur et tout ce qui va avec. Vraiment. On a bien compris que Johann Fluck c'était une républicaine dans le sens du parti républicain aux États-Unis, le parti de Trump. On a compris que c'était une républicaine convaincue. Donc du coup, alors déjà, bon, il y a évidemment, il y a un triangle amoureux. Bon, ça vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être républicain, mais il faut que j'explique quand même. Il y a un triangle amoureux. Elle a 2 prétendants, Anna, dont un qui est flic d'ailleurs, et un autre qui est dentiste. Alors t'as d'un côté le beau flic ténébreux, qui est vraiment le plus beau mec et tout, machin, et de l'autre t'as le dentiste. Alors du coup, c'est moins sexy, mais par contre il est vachement plus sympa et ils ont un peu plus de conversation, quoi. Donc d'un côté t'as soit le mec intelligent et rigolo, et de l'autre t'as le mec ultra ténébreux, BG, tout ça. Voilà. Très cliché, Ouais, ça serait bien, Natacha. Franchement, moi, si j'étais l'autrice, j'aurais fait un twist de fou comme ça. Mais bon, je doute quand même. Et donc voilà, il y a un triangle amoureux. Alors c'est marrant parce que du coup, elle sort avec les deux. Tout va bien, personne ne s'en offusque. Mais ils se vouvoient. Alors vous allez me dire, ça c'est la traduction française, mais je pense que s'ils ont choisi de mettre ce vouvoiement, c'est que ils ont compris que c'était un peu le délire de l'autrice quand même. Y a ça, il y a le fait, bon évidemment, comme elle a 30 ans, elle est pas mariée, oh là là, c'est un scandale, il faut absolument qu'elle se marie. Il y a énormément de grossophobie, bien sûr, oh là là, faut toujours faire. Alors j'aime bien parce qu'ils sont sans arrêt. Moi, ce qui est drôle, coucou Steph, comment ça va depuis le temps? Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont sans arrêt en train de bouffer des pâtisseries, parce que rappelle qu'elle tient une pâtisserie et que, j'ai oublié de préciser, mais il y a plusieurs recettes dans le livre de pâtisserie, et ils sont tout le temps tous en train de bouffer des pâtisseries, mais attention, faut quand même faire attention à sa ligne, il faut surtout pas prendre du poids, parce que sinon, oulala, dès qu'il y a des femmes un petit peu grosses dans le livre, elles sont évidemment moquées, voilà. Évidemment, c'est très très blanc. Littéralement aucune personne racisée dans les 12 tomes que j'ai pu lire. C'est un truc de fou, voilà. Donc c'est whitey de fou. Bon, c'est sexiste, bien sûr, s'il y a tous les clichés qui vont avec. C'est pro-armes, alors ça, je l'ai vu, je l'ai appris dans le tome que je suis en train de lire, voilà. C'est pro-armes, les armes à feu, c'est très
c'est très important, hein, bien sûr, voilà. Enfin, il y a tous les trucs puritains, vraiment. Ah oui, alors attention, à un moment, il y a la petite sœur qui vient, qui est un peu habillée court. Ouh là là, scandale, elle est habillée court. Ah mais non, mais faut pas s'habiller comme ça. Enfin, c'est vraiment... Mon Dieu, hein, En fait, je lis cette saga, je suis sans arrêt en train de lever les yeux au ciel en disant, bon, allez, vas-y, c'est bon. Et du coup, vous allez me dire, mais comment tu peux aimer ça? Mais oui, comment c'est possible? Il n'y a rien qui va. C'est vraiment le concentré de tout ce que je n'aime pas, et pourtant j'aime quand même cette saga. C'est un truc de fou, quoi. Et ah oui, il est pas encore sorti. Ouais, putain, mais on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, hein. Elle continue encore d'écrire des tomes, hein. C'est clair, hein. Mais ouais, en fait, pourquoi bah là, il y a combien de tomes qui sont sortis? Ouais, 14, et je crois qu'il y en a 22 qui sont sortis en VO pour l'instant, mais c'est pas encore fini, hein, je crois, hein. Voilà, 14 traduits, c'est ça, exactement. Moi, j'en suis au 13, là. Presque tout lu. Ouais, pourquoi j'aime? Alors, bon, déjà... J'avoue que je me suis un peu attachée au personnage, on va pas se mentir. J'aime quand même beaucoup le personnage d'Anna. Je la trouve quand même assez sympathique. Elle a un côté... Moi, j'aime bien justement le fait... Alors, évidemment, il y a quand même un peu le truc de la romance, du triangle amoureux, mais... elle met pas ça au premier plan, et puis voilà, elle a pas envie de se marier en fait. Elle est là en mode oui, bon, moi ce qui m'intéresse c'est de résoudre mes enquêtes et de m'occuper de ma pâtisserie. Alors c'est les enquêtes, hein, parce qu'il y en a une à chaque tome. Mais les enquêtes sont plus ou moins sympas. Il y en a que j'ai beaucoup aimé. Il y a notamment des messages intéressants. Bah, notamment justement, il y a eu des problématiques d'hommes ultra toxiques et tout, donc quand même parfois, des semblants de féminisme, on va dire. 29 en VO, putain la vache. Bisous Malo, bonne soirée, bonne nuit. Bon, j'arrive, c'est l'avant-dernier là. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, il y a quand même des enquêtes cool. Après, pas toujours. Des fois, il y a des enquêtes qui sont bof. Non, je pense que c'est plus l'attachement au personnage. Le chat aussi, j'aime beaucoup le chat de l'héroïne. Elle a un chat qui est drôle. Voilà, et puis je sais pas, j'ai envie. En fait, comme j'aime bien parfois les enquêtes, que voilà, je me dis, oh, c'est une petite lecture sympatoche, d'une petite enquête policière comme ça, et que en plus j'ai envie un peu de suivre l'histoire des personnages, je continue cette saga, parce que j'ai quand même envie de savoir, bon, visiblement c'est pas pour tout de suite, j'ai quand même envie de savoir qui elle va choisir malgré tout, et j'ai envie de suivre un peu l'évolution des personnages, voilà, donc j'aime bien, voilà. Alors Agatha Raisin, par contre, justement, j'ai pas du tout accroché, parce que Agatha Raisin, j'ai trouvé ça trop burlesque, tu vois, alors que là c'est pas burlesque. Et en plus, ouais, il y a un truc que j'avais déjà dit mais que je redis là. Je pense que le fait que j'écoute ça en audio joue beaucoup sur le fait que j'aime bien, parce que la narratrice en fait a une voix très sérieuse. Et elle fait pas, quand elle fait parler ses personnages, ils parlent pas de façon burlesque, un peu ridicule et tout ça. Elle fait parler ses personnages de façon assez sérieuse. Et du coup, je pense que ça ajoute du sérieux au livre, alors que je suis persuadée que si j'avais lu en papier, ça m'aurait paru beaucoup plus burlesque. Je pense que ça joue. Mais Agatha Raisin, pour le coup, c'est vraiment, vraiment burlesque, et ça, j'ai du mal. Je suis pas très fan de cet humour. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, parce que c'est vrai que j'ai du mal à trouver des cosy mystery qui ne soient pas burlesques, en fait. Je sais pas pourquoi, il y a toujours ce truc-là, de mettre de l'humour et tout. Et du coup, ça joue aussi sur le fait que j'aime bien cette saga. Parce que c'est alors, je suis pas forcément fan de cosy mystery, mais c'est sympa de temps en temps. Et là, c'est un peu sérieux.
Voilà, c'est un peu sérieux, c'est un peu en même temps la vie de tous les jours, on suit quand même des personnages. Alors bon, évidemment, malheureusement, c'est ultra puritain et c'est très boomer aussi. Bon, voilà, par exemple, la technologie, tout ça, machin, elle a un peu du mal avec ça. Mais en dehors de ça, ouais, j'aime bien l'ambiance de cette petite bourgade où il y a tout le temps quelqu'un qui meurt, mais bon, c'est... il y a des morts tous les 4 matins, mais bon, oh, il fait bon vivre quand même à Lake Eden. Bref, voilà. Bon, écoutez, voilà, si un jour je finis, de toute façon, en vrai, je continuerai, je suis sûre que je continuerai, parce que j'aurais envie quand même de savoir la suite. Et comme c'est une lecture légère, bon, bah voilà, ça demande pas trop de... Comme je les écoute en audio, en plus, bon, ah, c'est vraiment le genre de truc que tu peux écouter en faisant ta vaisselle et tout, enfin voilà, ça passe crème chez le kiné, tout, ça passe crème, vraiment. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que si je loupe des trucs, par exemple, je sais pas, quelqu'un va me parler ou quoi, et je vais louper des trucs, c'est pas très grave. Parce que franchement, c'est pas, voilà, y a pas besoin d'être, c'est pas une lecture exigeante, donc au final, il y a un mort, mais c'est normal. Ah ben, il y en a plusieurs des morts là pour le coup. J'en suis à 13 là déjà depuis le début, donc ça commence à faire du monde. Enfin bref, voilà, donc je vous dirai si un jour, dans quelques années, j'arrive à la fin de cette saga. Je sais pas, déjà faudrait savoir quand l'autrice va s'arrêter, parce que vraiment, tant que ça marche, elle continue, hein. Mais en même temps, c'est quelque part, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que ça a un côté drôle, parce qu'il y a ce truc de se dire, mais putain, elle arrive quand même à trouver encore qui c'est qui va mourir et comment machin et tout. Et ouais, voilà, il faudra attendre qu'elle meure, ouais, c'est clair. Mais du coup, moi, ça me fait rire. Et du coup, j'aime bien aussi vous faire des blagues sur le fait que Anna Swensen ce soit la tueuse et que voilà, enfin c'est un peu rigolo, quoi. Voilà. Et le dernier, c'est un manga. Il y avait 2 mangas dans cette sélection. Et c'est Peach Girl de Miwa Ueda. C'est un des tout premiers mangas que j'ai lu. Peach Girl, sachez-le. Voilà, donc il sera à jamais dans mon cœur. Je crois qu'en fait, c'est le premier manga que j'ai acheté même. Non, c'est pas le premier. Mais j'en ai acheté un, je sais même pas où il est, c'était un one shot et j'avais pas aimé, je me rappelle. Mais c'est la première vraie saga que j'ai acheté et que, bah on va dire c'est le premier que j'ai acheté en entier. Voilà, globalement, c'est le premier dont j'ai acheté tous les tomes et que pour le coup j'ai vraiment adoré. Dans cette histoire, on va suivre Momo, qui, alors j'en avais parlé quand j'avais fait un top de manga, d'ailleurs peut-être j'avais parlé d'Anayori Dango, je sais plus. Momo, en fait, c'est une lycéenne qui subit pas mal de brimades parce que en fait, elle fait de la natation. Et elle a, du coup, bah, comme elle fait de la natation, elle est tout le temps au soleil et elle a la peau très bronzée. Et en plus, elle a les cheveux décolorés par le chlore. Et il faut savoir qu'au Japon, bon, déjà, être bronzé, c'est mal vu. Je rappelle que les standards de beauté au Japon, c'est la blancheur extrême. Et en plus, les cheveux décolorés plus la peau bronzée, c'est le look de ce qu'on appelle les kogals, qui sont un peu l'équivalent de nos kagol. Oui, c'est marrant que les termes se ressemblent, c'est un hasard, mais... qui sont un peu des filles superficielles, qui sont à fond dans le maquillage et tout, mais qui sont pas forcément très intelligentes et voilà, qui sont vraiment juste sur leur apparence et aussi qui sont des filles faciles, quoi. Voilà. Et donc du coup, comme elle a cette apparence-là, tout le monde se moque d'elle, enfin voilà, personne la prend au sérieux, en plus elle est grande, donc ça aussi, voilà, c'est pas forcément bien vu, fille grande au Japon, bref. Elle est grande, elle est assez musclée parce qu'elle fait de la natation, bref, elle est pas du tout dans les standards de beauté japonais, même si en vrai elle est super belle, mais c'est voilà, le Japon, quoi. Pourquoi c'est problématique? Ah oui, alors du coup, oui, bon, ça suffit pour raconter l'histoire. Non, juste pour ajouter à l'histoire, elle a une amie qui s'appelle Sae,
Et en fait, Sae, c'est un peu sa meilleure ennemie, en fait. C'est à la fois son amie, mais c'est son amie un peu toxique, en fait. Parce que Sae, au contraire, elle correspond vraiment à tous les standards de beauté. Elle est petite, elle est toute mignonne, elle est hyper blanche et tout ça, machin, enfin voilà. Et bisous, Jenny. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup, ma petite Jenny. Merci, prends soin de toi surtout. Gros bisous. Tu vas te coucher, j'imagine. Sinon, tu me dirais pas ça. Parce qu'il est pas c'est pas fini. Bon, c'est le dernier, mais. Et donc, ouais, ça est donc, qui, elle, correspond au standard de beauté, mais qui persiste quand même à copier tout ce que fait Momo, bizarrement. Et en fait, le truc, c'est que le problème qu'il y a, c'est qu'elle copie les trucs. Donc Momo, en fait, elle a souvent genre des fringues à la mode et tout ça, machin. Et donc Sae va la copier, mais le truc, c'est que sur Sae, tout le monde va lui faire des compliments, parce que Sae, c'est vraiment la petite, la jeune fille ultra mignonne, parfaite et tout ça. Et donc voilà, et quand c'est Momo, bah c'est pas, voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Et donc Momo, ça va la saouler au bout d'un moment. Elle se dit, mais en fait, elle s'approprie mes trucs, et du coup, c'est Miss Parfaite, voilà. Et bon, en fait, Peach Girl, l'histoire de Peach Girl. Alors évidemment, il va y avoir une romance, un triangle amoureux, tout le cahier des charges du shoujo manga va être respecté, mais c'est avant tout l'histoire d'une amitié toxique. C'est avant tout l'histoire d'une amitié toxique, c'est comment une fille qui est jalouse de son amie va tout faire pour la détruire. C'est vraiment ça l'histoire de Peach Girl. Pourquoi c'est problématique ? Bah déjà, bon, bah paye ta sororité, hein, voilà, évidemment que une histoire d'amitié, de concurrence entre deux femmes, déjà, bon, mais admettons, à la limite, ça peut passer. Mais bisous Jenny. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis, bon courage en tout cas. Bisous, bonne soirée, bonne nuit. Et donc ouais, voilà. Bon, ça, mais à la limite, ça peut passer. Une histoire d'amitié toxique, c'est pas forcément problématique. Ce qui est problématique, c'est justement tout ce qui va se passer de la part, tout ce que Sae va faire contre Momo. Il va y avoir notamment, entre autres, une tentative de viol. Alors pas de la part de Sae, hein, mais elle va envoyer quelqu'un pour le faire, quoi. Voilà. Bon, ça va loin. Et aussi, bon, il y a... alors ça, malheureusement, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les mangas, mais les baisers forcés, tout ça, bon, voilà. Il y a des comportements problématiques de la part de pas mal de personnages, et même des personnages qui sont des protagonistes, hein, pas forcément des antagonistes, voilà, je précise. Mais malgré tout, pourquoi j'aime ? Parce que j'ai tellement aimé ce manga, parce que justement, quelque part, les côtés problématiques font partie des choses pour lesquelles j'ai aimé ce manga, parce que ça va loin. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me rappelle, j'avais quand même été choquée à l'époque, parce que j'avais déjà lu, voilà, comme je dis, c'est le premier manga que j'ai acheté en entier, mais je me faisais souvent prêter des mangas et tout, et j'ai souvent lu des shoujo mangas où c'était quand même assez mignonné. Et là, c'était la première fois que je lisais un manga pour jeunes filles aussi dur, en fait. C'est ça le truc, c'est que ça m'avait marqué par le fait qu'il y ait quand même des passages atroces, et que Momo, franchement, elle prend cher. Elle prend cher dans ce truc. Alors vous allez me dire, bon, du coup, t'aimes voir souffrir les protagonistes. Non, c'est pas ça. C'est que, évidemment, bien évidemment, que Momo va aussi avoir des moyens de se défendre. Rassurez-vous. Il va y avoir plein de trucs ultra cool dans l'histoire. Et notamment, d'ailleurs, le triangle amoureux, qui est très intéressant, le triangle amoureux, parce que pour une fois, pas que pour une fois, mais n'empêche que c'est rare quand même pour être signalé, on ne sait pas avec qui elle va finir. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans Anna Swensen. Je tiens à dire que c'est quand même une qualité, parce que moi, ce que je reproche au triangle amoureux,
dans quasiment tous les livres avec des triangles amoureux, c'est qu'on sait déjà avec qui l'héroïne va finir. Il n'y a aucun suspense. En fait, c'est ça le problème, c'est que du coup tu dis bon, il sert à quoi le triangle amoureux si ce n'est apporter un peu de péripétie au truc, tu vois. Ouh là là, attention, elle va peut-être partir avec l'autre, ouh là là. Alors que bon, au final, il n'y a pas de suspense. Bon bah là, si, il y a du suspense, et en plus, les deux personnages sont pas... les deux mecs sont pas trop clichés, quoi. Parce qu'il y a toujours, dans les mangas, il y a toujours... Alors d'un côté... un peu comme Anna Swanson en fait quelque part, mais c'est marrant, mais oui, c'est en fait c'est pas que dans les mangas finalement, mais t'as toujours d'un côté le bad boy un peu ténébreux, un peu obscur, là voilà, mais qui va avoir un fond gentil quand même, et de l'autre côté t'as le mec un peu rigolo, un peu sympa, tout ça, qui est souvent le meilleur ami de l'héroïne d'ailleurs, et voilà, c'est toujours un peu cette dichotomie là. Là c'est, alors il y a un peu de ça, mais pas trop quand même, parce que en fait finalement c'est celui qui est rigolo qui est plus le bad boy, et alors que le ténébreux ça va être vraiment un gars gentil, ça change un peu, voilà, on va dire ça, mais ça reste un petit peu cliché quand même. Mais voilà, en tout cas je sais pas, j'ai un attachement particulier pour ce manga, voilà, ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus, et je me rappelle en plus que je l'avais prêté à plusieurs personnes, et même à des mecs qui avaient adoré, comme quoi, voilà. Du coup, ouais, c'est un manga quand même que je recommande de lire, parce que il y a pas mal de péripéties et que les personnages sont cool. Et que Sae, on adore vraiment la détester. C'est une antagoniste que j'adore, Sae, vraiment, elle est horrible, et en même temps, ben j'aime bien, parce que voilà, c'est vraiment le côté petite fille gentille, enfin petite fille, voilà, jeune fille trop mignonne, que tout le monde adore et tout ça, et qui en fait est absolument horrible, mais vraiment. Et j'avoue que j'ai un faible pour ce genre de personnage, c'est vrai, voilà. Voilà, et ben j'en ai fini donc avec cette sélection. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Heureusement que j'en ai mis que 12. Mais je savais que j'allais papoter pendant longtemps, donc j'ai bien fait de pas en mettre plus. Bah écoutez, de toute façon, si j'en trouve d'autres, si au hasard de mes pérégrinations, j'ai d'autres idées de livres comme ça qui me viennent, que j'en regroupe assez, je pourrais faire une partie 2 un jour. Voilà, puis peut-être en plus j'en aurais lu d'autres d'ici là, on sait pas. Donc voilà. Merci les deux Karine. Ouais, voilà, il y aura possiblement une deuxième édition. Alors sans doute pas tout de suite, mais oui, c'est à réfléchir. Et ben voilà, du coup, donc je vais vous laisser YouTube. Alors la prochaine vidéo, ce sera les sorties poches, hein, puisque c'est déjà ce dimanche. Ça passe vite. Et oui. Du coup, je vous dis à la prochaine. Donc vous l'aurez lundi, la vidéo des sorties poches de novembre. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi aimé ces livres, ou si vous les avez détestés justement parce qu'ils sont problématiques ou pour d'autres raisons. Et si vous aussi vous avez vous-même des livres problématiques que vous avez aimés quand même. Voilà. Et si vous vous rappelez aussi accessoirement de livres que... c'est jamais que j'aurais aimé et qui sont problématiques, dites-le moi. Voilà, bisous YouTube, à la prochaine donc pour les sorties poches. Miaou.